Rebonjour, bienvenue à une autre émission de Prendre plaisir à l'informatique. On était rendu au stade de télécharger une Linux Mint et je vais donner certains éclaircissements, mais il y en aurait beaucoup à donner, mais je vais me limiter. Je veux que vous voyez plus de choses, plus en voir que d'en entendre autant que possible pour les prochaines émissions, là. Mais il y a tellement de choses à dire qu'il faut, à un moment donné, donner un minimum d'informations. Il faut se limiter aussi. C'est pas facile, mais on va essayer. Donc, exemple, je veux une Linux Mint Rafaela ou Rosa. Pour l'exercice ici, je vais prendre une Rosa qui est la 17.3, qui n'est pas une long time service, mais une en développement. Et on va s'aventurer un petit peu. Il faut jouer un petit peu danger pour le fun. Fait que c'est ce qu'on va faire. Et là, c'est avec un environnement de bureau Cinnamon. Là, je suis sur le bureau, l'accueil de Linux Mint, ici. J'ai grossi un petit peu les caractères afin que vous puissiez voir mieux sur les captures. Vous avez ici, là, il y a un manuel d'utilisateur, mais il y a aussi la possibilité d'avoir linuxmint.fr, exemple le forum Linux Mint, qui peut vous donner plein d'informations en français. Il y en a dans plusieurs langues des utilisateurs, il y en a un peu partout dans le monde. Et là, de base, le site est en anglais et fait par un Irlandais qui parle aussi, français. J'ai communiqué plusieurs fois avec lui. Et là, on est sur le site Linux Mint, sur les download links, sur les liens de téléchargement. Et ici, vous voyez, ce que je vous recommande, c'est le bureau Cinnamon, que vous voyez là. 32 bits ou 64 bits. Ça mange quoi en hiver, ça? C'est que c'est les processeurs, les architectures de processeurs des machines. Disons que du 32 bits, il n'y en a plus vraiment. Okay? C'est surtout les machines plus anciennes. Vous devez opter pour une 32 bits. Sinon, si vous téléchargez une 64 bits avec votre ordinateur à 12 ans, ben, il va vous dire mauvaise architecture quand vous allez vouloir essayer de démarrer sur ce type de Linux Mint Live-là, comme toutes les autres distributions Linux. L'architecture ne sera pas reconnue parce que le 64 bits n'était pas reconnu jadis sur votre machine plus âgée. Donc, vous pouvez y aller avec du 32 bits si c'est sur une vieille machine. Sur une machine plus actuelle, je dirais les machines de 3 ans et plus, vous ne devriez pas avoir de problème pour démarrer une clé USB en commandant les fonctions du BIOS parce que les machines existaient encore avec les BIOS conventionnels 3 ans environ et plus en arrière. Ce qui a été changé, en réalité, ce que je vous expliquais là, du système UEFI, c'est que Microsoft a imposé, en magouillant un peu avec les fabricants, pour pouvoir vous mettre, en réalité, dans le matériel, dans la carte mère, c'est là qu'est le système Secure Boot UEFI, dans la configuration nativement dans les ordinateurs. Et ça devient problématique si vous voulez essayer de booter, de démarrer sur une clé USB, c'est le bordel. Et là, justement, si vous avez, je vais vous laisser une adresse si vous voulez, à la fin d'une des émissions, si vous avez des questions, que je vais pouvoir vous répondre via cette adresse email-là, si vous avez des questions quelconques sur le sujet. Donc, moi ici, je sais que ma machine est actuelle, mais qu'elle n'a pas un système pré-encodé dans la carte mère qui demande Secure Boot et UEFI. Alors, je vais pouvoir télécharger une 64 bits parce que mon processeur, c'est un processeur 64 bits. J'ai le choix ici entre une édition Cinnamon Desktop, là, qui est l'environnement de bureau Cinnamon, et ici, j'ai le choix d'une avec nos codecs. Donc, qu'est-ce que c'est que les codecs? C'est justement, à cause des copyrights et ainsi de suite, vous pouvez, ceux qui ne veulent pas utiliser, exemple, Adobe Flash Player, même dans la distribution Linux que vous voulez tester, dans l'édition de base, les logiciels propriétaires et privateurs comme Flash Player ne sont pas préinstallés à l'intérieur. Et donc, vous ne pourrez pas, avec votre clé USB, même si vous avez un bureau et tout va être fonctionnel, comme vous allez voir, vous ne pourrez pas aller regarder une vidéo sur YouTube ou peu importe. Sinon, en installant dans votre navigateur
même via la clé. Là. Après ça, tout va disparaître quand vous allez fermer l'ordinateur, mais vous pouvez fonctionner avec une clé live, sauf qu'il n'y a rien de permanent qui se fait dessus. Ça aussi, il y en aurait beaucoup à expliquer, là, mais pour commencer, si vous voulez essayer comme il faut, vous pouvez aussi voir, si vous dites, je vais aller voir sur YouTube, je vais aller voir sur Dailymotion, sur Vimeo, peu importe, ou oui, vous allez être capable de le faire simplement en fonctionnant sur une clé USB live. Mais quand vous fermez l'ordinateur, tout ce qui s'est fait sur la clé n'était qu'en mémoire virtuelle, en mémoire volatile, et tout s'efface. Et quand vous redémarrez votre ordinateur avec la même clé pour le retester encore, tout ce que vous avez fait de configuration, tout ce que vous avez touché n'existe plus. Ça revient encore à l'origine vierge, comme la distribution Linux avec la date qu'elle a été émise sur les serveurs de Linux Mint, par exemple. Vous allez avoir, elle va être à date 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et c'est pour ça que quand on en installe, à un moment donné, les mises à jour, on doit faire les mises à jour pour les rendre actuelles avec tous les nouveaux développements qu'il y a eu. Je vais me limiter à ça pour tout de suite, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop à expliquer. Donc, un système 64 bits ici. Je clique dessus. Là, ici, dans le cas d'ici, c'est comme je vous dis, c'est la Rosa 17.3. Cinnamon, ça c'est nos codecs. Bon, elle a 1.4 GB de taille. Okay? Si je recule ici et que je vais sur celle-là, elle a 1.5 GB de taille, étant donné que les codecs et tous les logiciels propriétaires, parce que ça c'est encore une autre affaire. On peut être des puristes total et ne pas vouloir de logiciel, aucun logiciel propriétaire. Dans ce cas-là, on regarde vers du Debian. Ou d'autres distributions mères de Linux. Mais là aussi, c'est qu'il faut que vous soyez capable de faire similaire un peu avec ce que vous faites avec votre Windows. On va y aller avec des codecs qui, à un moment donné, votre propre conscience va et vos propres recherches vont vous permettre d'éviter des codecs propriétaires et ainsi de suite, vers des codecs libres aussi qui existent. Mais on ne peut pas offrir ça de même, faire aux gens arriver dans un nouvel environnement. Et les gens, la première chose qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de « Ah, mais mon Flash Player, il me dit qu'il ne marche pas. » Fait que j'essaie d'installer Flash Player. Et oh, ça ne marche pas. Ça ne s'installe pas de même. Puis, oh! Fait que là, ils viennent, ça les dégoûte. Hein? C'est plate. On ne peut pas rien faire avec ça, Linux. Il faut que vous partiez sur la première marche avant d'essayer de vous enfarger dans les autres, là. Fait que là, mettons, bon, on va y aller avec celle qui a des codecs, donc celle qui n'est pas indiquée qu'il n'y en a pas. Les codecs sont là. Elle a 1.5 GB de taille, version Cinnamon, Rosa Cinnamon 64 bits, DVD, parce qu'on peut aussi, mais le DVD, je vais vous dire, c'est rendu passé date, pas mal, hein? Parce qu'on peut fonctionner sur un DVD live, OK? Donc, on introduit le DVD dans l'ordinateur, on redémarre la machine et on fonctionne sur le DVD avec un système Linux. Et quand on retire le DVD, il n'y a plus rien qui paraît, puis c'est parti. Puis quand on le remet, bien, ça repart encore. Même chose qu'avec une clé USB. Sauf que la vélocité, la rapidité du lecteur mécanique d'un DVD, c'est pas vite, c'est lent. Et dans les premiers temps des distributions Linux, il était sur des disquettes, pour vous dire. OK? Et à un moment donné, ça l'a suivi aussi, les développements. Et le DVD est encore utilisé pour certains. Il y en a qui ne jurent que par le DVD, mais moi, je ne jure que par les clés USB. Beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et on ne peut pas arriver et installer ça de même sur une clé USB. C'est ce que je vais vous montrer et vous démontrer comment faire pour mettre une clé USB avec une distribution Linux à l'intérieur qui va démarrer au besoin en la présentant à l'ordinateur. Donc, là, j'ai des miroirs de téléchargement ici, un peu partout dans le monde. Vous voyez, l'Afrique du Sud, la Chine, les Philippines, la Corée du Sud, l'Australie, l'Autriche, la France, notre partout. Bon. Fait que là, vous dites, bon, OK, je vais peut-être essayer d'en prendre un dans ma région, par exemple, Canada. Cette distribution Linux-là est disponible au téléchargement. Elle est logée sur un serveur à l'Université de Waterloo, au Computer Science Club. Aux États-Unis, le Advanced Network Computing Lab de l'Université d'Hawaii. Il y en a partout. OK?
L'exemple, la distribution Linux là, spécifique, Linux Mint, il y en a partout, et les autres distributions aussi. Il y en a partout dans tous les serveurs du monde, et la plupart de ces serveurs-là sont en Linux. Et ça, les gens ne savent pas. Facebook fonctionne en Linux, et Google, je vous l'ai déjà expliqué, Firefox et compagnie. Et la navette spatiale aussi. Mais vous n'avez pas droit. Vous devez vous faire imposer un système monopolistique. Donc, l'Université de Waterloo, on va rester au Canada, on est Canadien, puis bon. Là, ça me dit ici, vous avez choisi d'ouvrir Linux Mint 17.3 Cinnamon 64 bits ISO. OK? Ça fait que c'est une image brute, en réalité CD, mais dans le cas d'ici, c'est une image DVD, parce que CD, c'est jusqu'à 700 MB. Et là, on a 1.5 GB de taille, donc ça ne fitterait pas sur un CD, mais sur un DVD, oui. Donc, on enregistre le fichier. Fait que là, le téléchargement ici démarre. Et c'est quand même un assez gros fichier. Là. Comme vous voyez ici, il me dit qu'à la vitesse actuelle, là, si la tendance se maintient, j'en ai entre 48 et 53 minutes à télécharger. Mais ne vous en faites pas, je ne vous montrerai pas ça pendant 53 minutes parce que j'ai déjà une clé USB qui a une Linux Mint dessus. Mais il faut que je vous montre, de toute façon, dépendamment des fluctuations, ça peut arriver que ça va aller plus vite que ça aussi. Mais il faut que je vous montre comment faire pour que cette distribution Linux-là, qui est téléchargée dans votre dossier de téléchargement, comment faire pour l'introduire sur une clé et rendre votre clé live, la mettre vivante, pour qu'elle démarre sur l'ordinateur. Et là, c'est la petite question du fameux BIOS, du temps, qui est un BIOS normal. Quand vous démarrez votre ordinateur, là, la première chose que vous voyez, ça passe très vite, là. Mais vous avez un écran noir, puis dans un coin, que ce soit à droite ou à gauche, souvent c'est à gauche, dans le bas, vous avez, si votre BIOS est en français, c'est francisé, parce qu'il y en a quelques langues, les BIOS aussi, mais de base, bien souvent, sont en anglais, et vous devez changer la langue de votre BIOS. Mais normalement, il vous dit, pour entrer, pour configurer l'amorçage, mettons, entrer F2, mettons. Ou to set up, press F5. Ou, dépendamment des fabricants, il y en a que c'est F2, d'autres c'est DEL, qui signifie delete, donc la touche supprimer. Fait que là, aussitôt que vous avez fait apparaître, tout supprimer. Là, vous avez une petite course avec votre ordinateur, tout supprimer, supprimer. Là, hop, vous allez démarrer sur une interface pour certaines personnes qui ne... On dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, vous allez avoir un menu de BIOS qu'on appelle. Et le menu de BIOS, bien, il y a à peu près 100 sortes de BIOS différents. Fait que c'est pas évident pour moi de vous dire, c'est automatique que votre BIOS, vous allez avoir telle petite case. Exemple, vous avez une section boot, puis vous cliquez sur boot, et là, vous pouvez choisir l'ordre de démarrage, l'ordre de boot en priorité. Votre clé étant introduite dedans avant de démarrer votre ordinateur. Puis en allant dans ce fameux BIOS-là, il vous offre des choix. Votre disque dur, mettons WD 850, 457, un chiffre long de même, là. Ou démarrer par le network, ou démarrer par, exemple, USB ScanDisk, ou peu importe la compagnie, Kingston. Ah, là, vous la repérez. Vous avez des touches, si vous suivez, vous avez un menu du côté droit de votre BIOS qui vous dit, bon, move up, move down pour faire ci, faire ça. Lisez votre menu, puis essayez. Pour certaines personnes, ça, c'est le cauchemar, OK? Puis ça peut être aussi dangereux de jouer dans ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions, je vais vous donner un email pour communiquer, tant que je n'aurai pas trop d'emails par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est que vous devez choisir en priorité le média amorçable et qui ne sera pas votre disque dur. Donc, vous avez en première position, exemple, votre disque dur WD, peu importe le chiffre, ou ça dépend du fabricant. Et il y a une centaine de BIOS différents, donc c'est difficile à savoir aussi pour ce qui est de la touche. C'est votre ordinateur qui vous dit comment entrer dans votre BIOS. Remettons que c'était F2. Bon. Ou, dans certains cas, vous avez aussi le BIOS simplifié,
qui vous dit, pour choisir un média amorçable, appuyez sur F12. Ah, parfait. Là, il va vous lister sur quoi vous pouvez démarrer. Il va avoir identifié qu'il y a une clé USB qui est amorçable. Ah, vous sélectionnez avec votre flèche du bas, mettons, cloc, entrée. Là, votre ordinateur, il va redémarrer sur une clé USB qui est introduite dedans, qui a un média amorçable à l'intérieur, en l'occurrence, une version de distribution Linux, comme ici la Linux Mint Rosa 17.3. Et là, rendu là, le menu va être simple. Hein? Vous pouvez démarrer par défaut sur un écran bleu, la plupart du temps, un petit écran bleu qui apparaît. Et là, il vous offre différents choix. Vous pouvez le laisser sélectionner par défaut. Au bout de 5 secondes, ça va démarrer tout seul. Et là, vous allez avoir ça bouge, ça travaille. Vous allez avoir une nouvelle interface. Puis là, vous allez avoir un logo de Linux Mint. Puis là, quand vous allez aboutir, le bureau, là, vous allez entendre une petite musique que vous n'avez jamais entendue, qui n'est pas la même que Microsoft. Et là, vous allez arriver face à un environnement de bureau avec un menu et ainsi de suite. Vous allez peut-être avoir des mises à jour qu'ils vont vous offrir, mais vous ne les faites pas. Vous êtes juste sur un petit média amovible, une clé USB. Et là, ça peut arriver aussi peut-être que votre clavier ne soit pas bien configuré. Vous allez peut-être avoir un clavier anglais. Fait que là, si vous essayez votre A commercial avec Windows, vous faites 3 touches, mais avec Linux, vous faites simplement Alt F2. OK? Pour faire le A commercial. Parce que si vous voulez tester, dire, je vais aller voir sur Facebook comment ça marche avec un Linux en live session. Et non, marche, vous essayez les touches de votre fameux. Donc, votre clavier doit être configuré aussi selon le clavier que vous avez. Et ici, c'est Canada multilangue. Okay? Ça, c'est le vrai clavier. Ce n'est pas le clavier anglais, mais c'est le clavier multilangue. Et vous allez voir, mais qu'on démarre là-dessus, je vais vous montrer dans le menu. De base, elle peut être en anglais parce qu'elle n'est pas encore francisée, parce que la distribution, exemple, vient du Canada anglais, là. Et vous avez 140 langues que vous pouvez configurer. Mais pour vous faciliter durant votre essai, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser en anglais, mais vous pouvez aussi changer la langue. Et vous pouvez changer. Puis c'est très simple, parce que peut-être le rechercher, puis keyboard, par exemple, pour le clavier. Vous cliquez sur keyboard, puis là, vous avez layer. Donc, c'est des options autres que celui qui est Canada-US, pas Canada, mais États-Unis, US, mettons, qui est de base dedans. Et là, vous ajoutez un plus, puis là, vous regardez dans la liste, Canada, tout, puis là, il y a plusieurs sortes de claviers canadiens, multilangue anglais, clic, et là, vous pouvez le prendre, puis vous l'envoyez en haut, vous le montez par-dessus le clavier anglais, et vous refermez ça, vous venez d'avoir un clavier Canada multilangue français, comme celui que vous avez quand vous êtes sur votre ordinateur normalement. Là, je l'ai expliqué gros, là, mais vous allez le voir éventuellement. Et là, pour pouvoir rendre fonctionnelle une distribution Linux qui est une image ISO, il faut que cette image ISO-là soit développée. Là, vous téléchargez un petit cadeau. Là, okay? Là, c'est un cadeau. Mais à un moment donné, il faut que vous le développiez si vous voulez en profiter de votre cadeau. Parce que la boîte a beau être belle, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein, c'est ça que vous voulez voir. Vous voulez voir ce qu'il y a sous le capot. Et pour ça, vous devez lui donner naissance. Vous devez y faire voir le jour à cette image ISO-là. Donc, elle doit être décompressée. Mais il ne faut pas que ce soit vous qui la décompressiez avec votre ordinateur. Il faut qu'elle soit décompressée par un logiciel qui est fait spécifiquement pour le faire. Et dans notre cas, si vous regardez ici, je vais y aller par là. Il y a un petit logiciel qui s'appelle UNetBootin. U-N-E-T, excusez, B-O-O-T-I-N. UNetBootin. Il se fait pour les 3 plateformes les plus connues, populaires, qui est, bien sûr, Windows, Microsoft, Linux, avec le petit pingouin, et Mac OS X pour Apple. Donc, ce logiciel-là peut fonctionner sur les 3 systèmes d'exploitation. Étant les 2 exploitants de chaque bout, mais celui qui n'exploite pas au centre. Petite craque en passant. Et là, vous avez un petit tutoriel qui est anglais, oui, mais qui est assez visuel
Parce que vous pouvez aussi, via le logiciel UnitBootin que vous pouvez installer en Windows, en acceptant la licence, en cochant, ainsi de suite, comme vous êtes habitué de faire d'habitude, ce qui n'est pas le cas en Linux, qui ne fonctionne pas de la même façon, qui est beaucoup plus simple. Vous pouvez, avec le logiciel, via l'interface du logiciel, lui a déjà de préprogrammé à l'intérieur les diverses distributions Linux. Je ne sais plus combien il y en a, mais il peut lui-même, via ce logiciel-là, vous pouvez vous-même télécharger une distribution Linux simplement par ce petit logiciel-là, UnitBootin, ce que vous pouvez avec un menu déroulant ici, que vous choisissez la distribution Linux en conséquence, si elle est listée dedans, bien, vous pouvez le faire. Et quand il va avoir terminé de la télécharger via lui comme logiciel, et là, la suite va être, vous pouvez graver cette image ISO-là sur une clé USB. Okay? Et c'est tout le logiciel qui se charge de tout faire. Et ça, c'est un logiciel au code source ouvert et très bien fait. Il y en a d'autres aussi, mais c'est très simple, la façon de l'utiliser et ainsi de suite. Ou, comme nous, dans notre cas, on télécharge une distribution Linux, une image ISO, qui va se retrouver dans votre dossier téléchargement. On ne lui touche pas. C'est le logiciel qui va aller la chercher. Et je vous montrerai comment faire. Mais ça correspond à l'image que vous voyez actuellement ici. Donc, je cocherai disque image, qui est l'image ISO. Et là, je vais parcourir avec les trois petits points qu'il y a là pour aller chercher l'emplacement où est-ce que cette image ISO-là est logée, soit mon dossier téléchargement. Ayant reconnu où est-ce qu'elle est, je vais cliquer dessus et je vais m'assurer que l'emplacement où est-ce que le logiciel va vouloir installer la clé, la distribution Linux dans laquelle le média qui va la décompresser, s'il s'agit bien, dans type ici, de le USB drive ou de média USB. OK? Et là, ça ici, c'est comme vous voyez sur l'image actuellement, c'est parce que là, il va être à la bonne place. Là. OK? Il l'envoie à la bonne place. Et là, vous n'avez qu'à faire OK. Là, le processus va s'enclencher. Et l'idéal, c'est d'utiliser, premièrement, une clé USB formatée en FAT32. Ça, vous pouvez le faire à partir de votre Windows. Quand vous introduisez une clé, ou si elle est vierge, ce n'est pas un problème, vous venez d'acheter une. Et ça doit vous devez utiliser, mettons, idéalement, une clé de 8 gigabits et plus. Okay? 8 gigs. Vous pouvez en avoir des 8 gigs à 10 okay? Dans certains cas, moins cher aussi. Si vous achetez une clé USB, elle est déjà formatée en FAT32. Vous pouvez aussi la formater vous-même avec votre ordinateur. Donc, quand vous introduisez la clé, vous allez sur l'emplacement de la clé avec le nom qui apparaît. Vous cliquez avec un clic droite sur la clé. Vous pouvez faire formater avec votre ordinateur, avec Microsoft dedans, si vous voulez. Fait qu'il va vous la formater, formatage rapide, FAT32. Et voilà. Fait que cette clé vierge-là va pouvoir servir de réceptacle pour la distribution Linux qui va être décompressée à l'intérieur et qui va vous permettre de démarrer sur cette clé-là. Fait que là, vous allez voir les différentes étapes ici. Ça, c'est parce que là, il downloadait les fichiers, mais dans votre cas, il va simplement extraire, il va copier les fichiers. Il va initialiser justement le gestionnaire d'amorçage qui, en Linux, s'appelle Grub, G-R-U-B. Vous n'êtes même pas obligé de savoir, juste que je vous le dis à titre informatif. Et ensuite, il va initialiser l'installation, compléter l'installation et il va vous offrir de redémarrer votre ordinateur. Fait qu'un coup que tout ça est terminé, l'ordinateur va redémarrer s'il vous dit « Voulez-vous redémarrer maintenant? » Clique « Oui » et il va redémarrer. Et là, si votre BIOS est déjà configuré, le média amorçable
étant la première priorité d'amorçage et le disque dur automatiquement devient en deuxième position, le BIOS recherche le média qui peut faire démarrer l'ordinateur avec une interface bureau. Donc, il va choisir, si le premier est absent, il n'ira pas sur lui, il va dire, bon, OK, il n'y a personne là, je vais cogner à la porte, il n'y a personne, je m'en vais à l'autre porte, clac, OK. Et si l'autre porte, il n'y a personne encore, il va aller jusqu'à finalement aboutir à redémarrer normalement comme vous démarrez sur votre Windows. Sauf que Windows va sûrement brailler un peu, là. Il va dire, ah, il y a quelqu'un qui m'a touché, puis il est un peu pudique. Fait que là, redémarrer Windows là, normalement, comme il vous suggère de le faire. Et là, il va vérifier ses fichiers, son intégrité, il va s'assurer que personne lui a fait des attouchements, ce pauvre. Donc, la prochaine émission, on va voir, avec la distribution étant téléchargée, ce que ça va donner comme installation sur une netbootin. Merci, à la prochaine émission.